Alors, mesdames et messieurs, reprenons. Maintenant que vous avez profité du plus long lunch de l'histoire du forum, je sais qu'il a été bref, mais délicieux. Et ô combien sommes-nous hâtifs de reprendre la discussion. Le déroulement s'est extraordinairement bien passé ce matin. Vous avez été nombreux à être entendus dans vos points de vue diversifiés. Et c'est sur cette même note que nous allons poursuivre. Alors, je vous invite à offrir toute votre attention au prochain bloc, alors que nous allons aborder le thème de la formation et de la francisation. Et celui qui va donc briser la glace et aborder ce thème est M. Benoît Songa, qui a commencé sa carrière comme enseignant en physique, puis à titre d'ingénieur de procédés avant de s'investir dans la mise en place de plateaux de travail spécialisés dans une perspective de reconnaissance des compétences de mise à niveau et d'amélioration de l'employabilité des personnes immigrantes. Toutes les stratégies développées ont pu se concrétiser grâce aux partenaires du milieu que M. Songa a su mobiliser, tant au niveau gouvernemental, du monde des affaires, des institutions d'enseignement que du réseau communautaire. J'invite donc M. Benoît Songa, directeur du Centre Rire 2000 à Québec, à venir nous entretenir de tout cela. Merci. Merci. Monsieur le ministre, distingués invités, chers collègues, voilà, donc je suis là pour casser la glace. Le thème formation, francisation. Évidemment, quand on parle de la formation, francisation, et au sous-entend évidemment à l'employabilité par rapport à la clientèle immigrante, on doit revenir sur une notion quand même un peu particulière qui est l'adéquation, formation, emploi. Mais avant vraiment de présenter nos initiatives, cette notion-là, c'est la notion qui nous guide en fait dans nos initiatives en fait. Je vais revenir sur un article qui a été publié par l'Observatoire Compétences Emploi sur l'interprétation de cette notion qui est adéquation, formation, emploi. C'est l'article du chercheur Félix Bélanger-Simoneau. Lui se penche sur cette notion-là. C'est une notion, d'après lui, qu'on peut qualifier de polysémique. Donc, polysémique dans le sens que c'est multidimensionnel, c'est également multidisciplinaire. L'auteur de l'article rappelle que l'adéquation formation-emploi est considérée comme l'un des principaux défis économiques du Québec. Cela se traduit notamment par de nombreuses actions publiques en la matière. Toutefois, s'il y a un consensus sur l'importance de l'adéquation, les désaccords persistent sur les diagnostics de la situation et les actions à privilégier. Selon qu'on fasse affaire avec les représentants patronaux, avec les institutions d'enseignement ou au gouvernement. Notre organisation n'est ni une institution d'enseignement, c'est une ressource qui accompagne en fait. Pour l'auteur, donc, il y a en effet plusieurs adéquations possibles. Les relations entre la formation et l'emploi sont plurielles, je l'ai dit, et multidimensionnelles. Donc, si ce concept n'est pas simple à définir en contexte général, imaginez-vous maintenant la personne immigrante qui arrive avec un bagage autre, en fait, et comment cette reconnaissance devrait se faire dans une perspective d'adéquation, formation, emploi. Et on doit ajouter la dimension francisation. Et outre la dimension francisation, il y a également la culture du travail nord-américaine. Ça sous-entend par là donc les valeurs communes québécoises. Le Centre Rire 2000, donc, pour pouvoir répondre aux besoins de cette clientèle immigrante, donc c'est de tous les niveaux, donc il y en a de spécialisés, il y en a de non spécialisés. Nous essayons de faire un petit recul sur cette notion qui est l'adéquation, formation, emploi, francisation, valeurs communes québécoises, le vivre ensemble, parce qu'on veut amener les gens à pouvoir comprendre comment ça fonctionne ici. Sur ce, donc, je vous inviterai à voir un peu ce que nous faisons, en bref, donc vidéo, Régie.
Le Centre Rire 2000 œuvre dans la région de Québec depuis 1996. Cet organisme à but non lucratif a pour mission d'appuyer les jeunes et les adultes des communautés culturelles qui éprouvent des difficultés dans leur cheminement scolaire et académique, ainsi que dans leur intégration socio-économique au sein de la société québécoise. Centre Rire 2000 représente 2000 à 2500 nouveaux contribuables et citoyens à part entière de la société québécoise par le biais de son programme d'accompagnement socio-économique. Par année, le Centre Rire 2000, c'est l'accompagnement et l'intégration socio-économique de 650 à 700 personnes immigrantes et québécoises, membres des minorités visibles, par le biais de ses différents services. Centre Rire 2000, c'est également 100 à 120 professionnels et techniciens de divers métiers et professions réglementées, accompagnés et intégrés dans le marché du travail québécois par le biais du service d'accompagnement, de référencement et de réorientation professionnelle. C'est aussi des milliers de Québécois, jeunes et adultes, de toutes origines, sensibilisés à l'apport de l'immigration et à la richesse de la diversité. C'est aussi 200 à 300 aînés québécois initiés à l'informatique et jumelés aux familles immigrantes. 150 à 200 personnes immigrantes francisées par le biais de notre cours de francisation à temps partiel et du renforcement du français par le jumelage avec les aînés québécois. Finalement, c'est plus de 60 entreprises accompagnées dans leur recherche de ressources humaines par année. Les objectifs spécifiques découlant de la mission de notre organisation consistent en une amélioration de l'autonomie économique et linguistique pour une intégration sociale harmonieuse, une assistance dans le processus d'installation et d'intégration économique, une prise de conscience dans le milieu de l'isolement que vivent les adultes issus des communautés ethnoculturelles et une mise au point des stratégies efficaces qui permettront de briser cet isolement et de faciliter leur intégration sur le marché du travail. Depuis sa création, le Centre Rire 2000 est promoteur d'activités de sensibilisation à la diversité québécoise. À cet effet, nous soulignons chaque année, à travers différents événements, des journées thématiques qui visent à promouvoir l'apport des autres cultures dans le développement économique et social de la société québécoise. Parmi ces événements, citons le mois de l'histoire des Noirs en février, la semaine d'action contre le racisme en mars et la semaine québécoise des rencontres interculturelles en octobre. Voilà, donc je vais revenir sur le plan des présentations. Donc ça, c'était le Centre Rire 2000. Je vais faire un petit retour sur la consultation. Comme vous le savez, on faisait partie de ces 31 organismes donc, qui devaient faire la consultation. Le pourquoi de ces retours-là, parce que quand on parle de l'adéquation, formation, francisation, j'ajoute également tout ce qui est le vivre ensemble, en fait, il y a un acteur des fois qu'on sous-estime, donc un acteur qui est très important dans le parcours de la personne migrante, c'est monsieur, madame, tout le monde, les citoyens en fait. Formation, les institutions sont là. Employabilité des ressources externes, Emploi Québec et tout ça, nous sommes là en fait. Quand ça touche la francisation, les institutions d'enseignement sont encore là. Mais quand ça touche également la compréhension de la société d'accueil, il y a un acteur qu'on a tendance toujours à oublier, c'est monsieur, madame, tout le monde. Donc, et puis les entreprises doivent fournir beaucoup d'efforts dans ce sens-là, pour voir, non seulement, il ne faudrait pas que la problématique d'employabilité soit juste une problématique de l'employeur, mais également de l'employé. Retour sur la consultation. Cette consultation donc, qui a changé de nom, vous connaissez bien la polémique en fait. Donc nous, on a rencontré à peu près 400 personnes donc, le mois d'octobre et le mois de novembre. Et notre stratégie, c'était de consulter tous les acteurs possibles, les personnes immigrantes d'une part, et également les personnes québécoises de souche d'origine. Pour ce qui, je vais m'arrêter plus sur les résultats par rapport à la fiche 3, qui est les personnes québécoises de souche. Il y avait des questions qu'on posait,
Bon, la première question, ça portait sur donc, l'activité de la personne, si la personne était en emploi ou non. Donc, on s'est retrouvé avec, bon, je vais travailler avec 49 personnes, 32 qui sont actifs, 30, c'est quand je vais revenir en arrière. 17 retraités et puis 5 qui étaient sans emploi. Qu'est-ce que ça a donné? Deuxième question, c'était aimeriez-vous accompagner les personnes migrantes en tant que mentors dans leur intégration socio-professionnelle ou dans leur francisation par les biais de jumelage? Donc, il y avait 9 personnes qui ont dit oui et 21 non. Je vais revenir sur les résultats. Une autre question pertinente. Avez-vous eu des collègues de travail issus de l'immigration dans votre entreprise? Nous sommes toujours à Québec. 42 personnes oui, 12 personnes non. Question 4. Si vous travaillez, avez-vous une structure d'accueil des travailleurs issus de l'immigration dans votre milieu de travail? 11 personnes oui, 35 non. Donc, je reviens sur la dimension intégration. On peut bien préparer la personne immigrante, on peut bien l'outiller, mais si l'accueil ne se fait pas adéquatement, ça va poser un problème. Cette situation nous a amené à des stratégies de travail au niveau de certains programmes qu'on avait mis en place. Et le programme PARWAC, par exemple, c'est un programme qui consiste à accompagner des personnes qui ont une formation en génie obtenue hors Canada, donc pour qu'ils puissent accéder à l'ordre des ingénieurs du Québec. Parce que ce qu'on a constaté, c'est une réalité en fait, quand les gens arrivent, si ils ont étudié à l'extérieur et s'ils font partie de ce qu'on qualifie de professions métiers réglementées, il faut être reconnu par la corporation professionnelle. Donc, avec ce programme-là, nous amenons les personnes à compléter le processus à au moins 6 mois et au plus 1 année. Donc, une fois reconnue, la personne n'est plus à se casser la tête par rapport à une reconnaissance du diplôme en soi, parce que l'accès à l'ordre fait en sorte que sa qualification est reconnue. Mais il y a quand même des petits problèmes. Le problème est oui, ces gens arrivent et ils ont comme indicateur d'évaluation de leurs compétences le diplôme. Mais par contre, donc, dans la culture québécoise, l'indicateur des diplômes reste juste une catégorisation. Mais le vrai indicateur pour des vrais, c'est le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-faire, les savoir-faire et le savoir-être. Et qui dit savoir-être, on sous-entend évidemment la connaissance de la culture du travail nord-américaine, les valeurs communes québécoises. Donc, dans ce programme-là, on s'est associé à l'Université Laval, à tous les partenaires possibles qui peuvent intervenir à tous les niveaux, en fait. Donc, côté francisation aussi, et aussi notre particularité, pour toucher l'aspect valeurs communes québécoises, on a intégré les aînés par le biais des jumelages. Donc, ça, c'est le premier programme PARWAC pour les personnes hautement scolarisées. Programme immersion française en milieu de travail, également la même stratégie. On essaie toujours de travailler avec tous les partenaires du milieu. Ça consiste comme tel à permettre aux gens de pouvoir vivre une expérience de travail sous forme de stage. Étant un stage, donc l'employeur est en sécurité parce que le message qu'on donne, si la personne ne fait pas l'affaire, il n'y a pas d'obligation quelconque. Mais ce qui arrive, sur 20 personnes, les 18 qui ont passé le stage, ils ont gardé l'emploi. De l'autre côté aussi, donc on accompagne aussi l'employeur. On ne laisse pas l'employeur comme ça, juste c'est-à-dire choisir une seule personne. Mais on va initier des activités pour essayer de promouvoir un peu la diversité à l'interne même, donc non seulement au niveau de l'emploi, mais au niveau des employés également. Troisième projet, Réactive-toi, valorise-toi. Ça, c'est un projet des personnes éloignées du marché du travail. La particularité de ces projets est que ces personnes qui font partie, donc c'est rien que des femmes au départ, et puis on a utilisé comme outil de travail la couture. Le centre des Milles n'a pas l'expertise par rapport à la couture, donc on s'est associé à un centre de formation professionnelle Wilbur Berrer, donc qui offre cette formation de couture. Il y a également la francisation à travers ça, c'est le centre Louis Joliette. Et il y a également encore une fois les valeurs communes, encore une fois les aînés québécois. La particularité par rapport à ces projets,
on utilise la couture comme étant un moyen, c'est d'amener les gens à développer leur profil d'employabilité. Je vais m'arrêter là, mais quand même, je vais passer à l'autre projet. Formation de soutien à la personne en milieu de vie. Encore une fois, même stratégie. Là, il s'agit d'une clientèle, plus des femmes aussi, mais très éloignée du marché du travail, avec, pas nécessairement avec des formations appropriées. Je dois louer l'ouverture du centre de formation professionnelle Fierbourg, qui avait accepté de se lancer dans cette aventure. Parce que par les passés, ce qu'on constatait, les personnes immigrantes qui intégraient le programme de milieu de vie, le programme régulier, ne réussissaient pas, ne complétaient pas le processus. Mais évidemment, avec ce partenariat, au départ, c'était le centre Fierbourg et également le Cégep Sainte-Foy, donc qui assumait la francisation. Toujours le partenariat. Une autre particularité aussi par rapport à ces projets, pour arriver à la dimension, la compréhension de la culture québécoise, la compréhension des valeurs communes québécoises, les mentorats. Donc le retraité également, je tiens à le remercier. Bon, s'ils me suivent quelque part, en fait, c'est toujours cet aspect où on fait ressortir les valeurs communes et on essaie de vulgariser ces valeurs communes pour permettre aux gens de s'outiller, outre la connaissance technique, mais quand même, quand on comprend la culture du travail, évidemment, ça va de soi. Et tous ces projets-là, c'est des succès, en fait. Donc, nous réussissons à intégrer les gens. Mais il y a quand même un problème, c'était cité, qu'on ne joue pas à l'Autriche, en fait. Nous sommes dans la ville de Québec, il y a un problème de discrimination. Ça, c'est une réalité. Et cette réalité-là, c'est à nous tous de pouvoir travailler fort. Et c'est ce qu'on essaie de faire pour mobiliser un peu tous nos partenaires. Combien de temps il me reste encore? Je vous laisse conclure. La conclusion. Donc, le Centre 2000 encourage beaucoup les partenariats. Et la particularité, comme j'ai dit aussi, la ville de Québec a ses particularités, ce n'est pas Montréal. On essaie de s'appuyer sur des regroupements. Nous avons une table de concertation et qu'on aimerait quand même qu'on appuie parce que la table, suite à la disparition de CLD, de la CRE, on en arrache un peu, mais nous qui misons sur le partenariat, parce que vous remarquerez que ce projet-là, même si quand vous avez suivi notre vidéo, c'est beaucoup de choses que nous réalisons et on n'est que 14 personnes. Et pour réaliser tout ce que nous réalisons, c'est parce qu'il y a des partenaires. Voilà, merci. Grand merci, M. Songa. Est-ce que quelqu'un aimerait adresser une question? Oui, monsieur, au micro, s'il vous plaît, votre nom? Donc, Stéphane Godbout, je suis directeur général du Collège de Rosemont. Bonjour. Un collège très multiethnique, plus de 60% de nos étudiants sont issus de l'immigration. Et c'est encore plus important au niveau de la formation continue. Je voudrais revenir sur un des aspects. C'est un peu le fantôme dans la pièce. On n'a pas voulu trop axer sur la question de la discrimination. Mais moi, c'est impossible pour moi de me taire parce que je suis obligé de constater que mes diplômés issus de l'immigration, qui sont des diplômés de nos écoles québécoises avec les mêmes schèmes de compétences, ont plus de difficultés à se trouver un emploi que les Québécois, francophones de souche. Et ça m'attriste beaucoup comme Québécois francophone de souche de voir ces difficultés-là. Et je me sens très solidaire de leur situation. Ça m'attriste vraiment. Et je pense que l'école et les collèges ont fait beaucoup d'efforts pour soutenir l'intégration des jeunes et de leur faire croire que c'était possible d'intégrer le marché du travail et de se faire une place au soleil. L'enjeu, c'est l'intégration en emploi. Et je pense que si on avait une mesure concrète, M. Hurtel, à mettre en place, c'est de réfléchir à un moyen, l'IRIPI a parlé pour l'entreprise que c'est un risque, l'embauche, un moyen de réduire le risque pour que le petit entrepreneur voit son intérêt d'essayer. Parce que d'habitude, lorsqu'on essaie, on adopte. Parce qu'on est des aides de relation, puis à partir du moment où on a pour la première fois un employé, puis qu'on met les mesures en place pour l'accueillir, ça marche à 99% du temps, puis le travail est fait.
Dans l'Est, dans le comité de développement de l'Est de Montréal, puis je termine là-dessus, je vois, dans le comité de développement de l'Est de Montréal, on a réfléchi, les 3 collèges de Montréal, à se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité d'une simple mesure qui existe déjà à Service Québec, de l'étendre aux diplômés plutôt que d'attendre de voir s'ils vont réussir à se placer après 6 mois. On va l'offrir tout de suite, la mesure d'aide, d'intégration pour les entreprises. Puis, on va voir avec le temps comment ça va fonctionner. Mais je pense qu'il faut s'adresser à cette partie-là si on veut connaître du succès ensemble. Merci beaucoup. Est-ce que je peux Vous intervenir? aimeriez ajouter quelque chose, M. Songa, s'il vous plaît? Oui, effectivement. Écoutez, je suis d'accord avec vous. Cette préoccupation, elle est la nôtre également, et non seulement au centre des milles, mais au sein de notre table de concertation. C'est sûr que le timing est bon, parce que les gens peuvent me poser la question, bon, M. Songa, moi, ça fait 30 ans que je suis là, est-ce que vous avez vu une évolution? Oui, il y a une évolution, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe avec la situation actuelle? Oui, il y a un besoin. C'est parce qu'il y a un besoin, ce n'est pas parce qu'il y a une ouverture, une nuance. D'où la pertinence de travail sur l'aspect discrimination. Il y a pénurie de main-d'œuvre, alors on engage. Alors, je me demande, quand la pénurie ne sera pas là, probablement, c'est même une personne migrante engagée parce qu'il y avait une pénurie risque de se retrouver sans emploi. Donc nous ne devons pas sous-estimer ça. Il faut qu'on travaille fort. Et ça, vraiment, c'est un travail d'équipe, carrément. Certainement, merci beaucoup. Monsieur Franqueur, vous avez une question? Bonjour, une question liée à la francisation en milieu de travail. Je sais que vous êtes impliqué dans ce domaine-là et j'aurais voulu d'abord comprendre comment vous procédez d'une part et ensuite quels sont les facteurs de succès et d'échec dans ces processus de francisation. Bon, au départ, je dois dire merci à Emploi Québec parce que c'est Emploi Québec qui finance ça. Bon, effectivement, donc ce qui se passe en fait, donc on recrute. La particularité aussi, c'est vraiment on recherche les profils. Les emplois que nous recherchons, en fait, doivent accepter des gens qui ont un profil universitaire, carrément. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et Emploi Québec appuie. Pendant 4 mois, c'est Emploi Québec qui finance un peu le salaire. L'ouverture des employés, évidemment, quand on arrive, on dit, écoutez, non, vous n'avez pas vous casser la tête côté salaire, bon, parce que Emploi Québec finance. Il y a ça. Les immigrants sont là. Ça, il n'y a pas de souci. Et trouver les employeurs maintenant qui doivent accepter ça, là on travaille fort. Et c'est là où les réseaux nous aident aussi. Côté francisation, il y a également le centre Louis Joliette qui nous accompagne. Pour moi, c'est tous les partenaires. Nous préparons également les participants. Nous essayons de les faire comprendre, qu'ils soient attentifs par rapport à la façon de faire des employeurs, qu'ils comprennent très bien c'est eux. Tout ça est entre leurs mains. Donc, quand ils sont en emploi, donc en entreprise, en fait, il faut vraiment qu'ils démontrent un peu leur savoir-faire, leur savoir-être. Nous les formons au départ. Quand on constate que le chercheur d'emploi n'a pas le profil approprié, avant de commencer le stage, donc on donne une formation, soit chez nous, soit chez le partenaire, donc en lien avec ses besoins bien particuliers. De sorte que quand la personne arrive en entreprise, est capable de livrer la marchandise. Bref, pour revenir un peu, c'est pourquoi le succès, probablement c'est l'encadrement et surtout l'implication de tous les acteurs et l'implication aussi de l'employeur, mine de rien. Un grand merci. Merci de votre allocution. Alors, le prochain participant est M. Michel Leblanc, président et chef de la direction au sein de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Économiste de formation, M. Leblanc possède une fine compréhension des questions économiques ainsi que de la réalité des gens d'affaires et des défis auxquels ils doivent faire face. Il est membre du Conseil d'emploi métropole, du comité directeur sur la mobilité des personnes et des biens dans la grande région de Montréal et du comité de pilotage Montréal métropole culturelle. Il est aussi ambassadeur du quartier de l'innovation. Je vous souhaite la bienvenue, M. Leblanc. Merci. J'ai une petite présentation. Je vais parler essentiellement de 2 programmes. Quelques mots sur la Chambre. Je présume qu'elle est assez connue. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain se considère comme le plus important organisme privé voué au développement économique au Québec en existence depuis 195 ans. C'est une organisation qui a 7000 membres.
nous sommes la voie du mieux-affaires de Montréal, mais nous avons des programmes opérationnels en soutien au milieu des affaires qui sont regroupés sous le vocable Accélère. Dans cet ensemble de services aux entreprises, il y en a deux dont je vais parler aujourd'hui. L'un étant Interconnexion, qui vise l'intégration d'immigrants qualifiés dans leur domaine de compétences, et l'autre étant des initiatives en francisation, et qui vise donc à accompagner des petites entreprises, des PME, dans un cheminement de francisation. Programme Interconnexion, c'est un programme qui est né il y a près de 10 ans, en 2008, à l'époque projet pilote typique, qui est né d'une idée qui était que dans la région de Montréal, on le sait, il y avait des immigrants qualifiés qui travaillaient à l'extérieur de leur domaine de qualification, qui n'avaient jamais eu de chance dans leur domaine de qualification. Et l'hypothèse qu'on commençait à faire, on voyait venir le resserrement démographique et ses impacts sur le marché du travail. Donc, on avait une hypothèse que les entreprises allaient volontairement s'ouvrir si on les aidait aux immigrants qualifiés. Au départ, petit projet pilote, 125 participants par année. L'idée était de trouver des immigrants qualifiés avec des organismes actifs sur le terrain, des immigrants qui n'avaient jamais eu d'emploi dans leur domaine de qualification, de travailler avec nos contacts d'affaires dans la base d'affaires pour identifier des entreprises qui avaient des besoins non comblés et d'essayer par tous les moyens de faire des rapprochements. Des occasions de mentorat, des occasions de stage, des occasions de speed dating, tout ce qu'on pouvait faire pour amener ces immigrants qualifiés à se familiariser avec le milieu de leur domaine de qualification et amener les entreprises à s'ouvrir à ces immigrants-là. Avec le temps, on a appris ce qui marchait, on a commencé à obtenir des succès. Et avec le gouvernement, en 2010-2012, on a fait une première, ce qu'on appelle un scale-up, une augmentation des volumes à 500 participants. 2012-2017, 1000 participants. Et dans le dernier budget du Québec, il y avait une annonce qui triplait les budgets de soutien à Interconnexion, qui vise aussi à tripler à peu près le nombre de participants. Donc, on parle d'environ 3000 immigrants qualifiés qui vont participer via Interconnexion. Qu'est-ce que ça veut dire présentement? Ça veut dire beaucoup d'activités. Évidemment, l'immigrant qui est dans l'Interconnexion est un immigrant qui est détecté sur le terrain. Et je vais le dire brièvement, et je le dis à Québec parce que ça a été long, Monsieur le ministre, au niveau d'emploi Québec, de comprendre une chose bien importante. Et je dis que ça a été long, j'étais très critique des fonctionnaires. Ce n'est pas les vôtres, c'est ceux de l'autre ministère. Mais je le dis aujourd'hui, la sous-ministre est là, puis la sous-ministre me voit venir, la sous-ministre m'a entendu, puis la sous-ministre a trouvé la solution. Mais ça a pris 1 an pour trouver la solution, Madame la sous-ministre. On peut être plus rapide. La réalité, c'est que ça fonctionne dans un travail d'équipe. Les organismes de terrain travaillent avec les communautés immigrantes, détectent sur le terrain des immigrants qualifiés qui ne travaillent pas dans leur domaine. La Chambre n'est pas l'organisme de terrain qui travaille avec la communauté algérienne ou la communauté costaricienne. Ce sont des organismes de terrain. La beauté d'Interconnexion, c'est que ces gens-là sont détectés, sont dépistés. On travaille, nous, dans notre champ de compétences avec les entreprises. On établit un lien de confiance avec les entreprises. Et là, finalement, le matchage se fait. Et le matchage ne se fait pas nécessairement dans l'entreprise qui était ciblée, mais se trouve un mentor, se trouve souvent quelqu'un qui va donner à l'immigrant qualifié la première raison pour laquelle il n'a jamais été considéré. Les entreprises, quand ils reçoivent 200 CV, vont envoyer des réponses à 5 candidats ou 6 candidats. Les 195 autres sont dans le noir sur pourquoi ils n'ont pas été retenus. Et l'immigrant qualifié, qui vient d'arriver il y a à peu près 2 mois, 3 mois, puis après, il stagne, il a besoin de vivre, il va chercher une job dans d'autres domaines de qualification. Et puis finalement, il ne saura jamais pourquoi il n'a pas été retenu. La beauté d'Interconnexion, c'est que dans bien des cas, c'est peut-être son français, c'est peut-être son anglais, c'est peut-être un cours technique qu'il n'a pas suivi dans sa formation initiale. Et les taux de succès sont de 70 %. C'est 70 % de réintégration dans le domaine de qualification. Et ce 70 %-là, il n'est pas nécessairement tout de suite un emploi. 47 % au dernier décompte, c'est un emploi. Le reste, c'est des gens qui vont chercher un complément de formation. Jusqu'ici, on n'avait pas le loisir d'évaluer à 1 an puis à 2 ans les taux de réintégration, ce qu'on va commencer à faire grâce à l'appui du gouvernement. Et on va pouvoir dire à long terme si le 65 %, 70 % de réintégration est plus élevé et dans quelle mesure ceux qui ont été chercher des compléments de formation se sont vraiment réintégrés. Le petit clin d'œil que je faisais au ministère tout à l'heure, c'est que pendant 1 an,
la relation entre l'organisme terrain et la Chambre de commerce a été mise à mal parce qu'un immigrant qui est inscrit auprès d'un organisme de terrain ne pouvait pas être simultanément inscrit à Interconnexion. Et ce bris de la possibilité de la simultanéité a fait que pendant 1 an, on a reçu très peu de recommandations des organismes de terrain en termes d'immigrants qualifiés. Donc, il fallait nous-mêmes les détecter. Ça a été corrigé. Merci, Madame la sous-ministre, ça a été grâce à vous. Mais c'est juste pour dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a des moments où la simultanéité d'inscription à des programmes gouvernementaux fait tout son sens. La seconde où on réussit à placer cet immigrant-là dans son domaine de compétences, parfois il était chômeur, parfois il était sur l'aide sociale, parfois il était nettement surqualifié pour l'emploi qu'il faisait. C'est bon pour l'immigrant, son estime de soi, sa situation familiale, mais c'est bon pour le Québec, c'est bon pour le milieu des affaires. Je finirai avec une petite slide en disant c'est plus de 6 000 immigrants qualifiés qui ont participé jusqu'ici dans Interconnexion. Rappelez-vous, petit projet pilote au début, 125 personnes. Pour ceux qui sont dans des projets pilotes, là, il y a de l'avenir pour les projets pilotes qui marchent. 2500 stages réalisés, 1100 entreprises participantes, dont 85 de PME. Et là, tout à l'heure, j'entendais, est-ce qu'on parle assez de discrimination? Je vais le dire candidement et gentiment. Mais les gens de la Chambre qui appellent des entreprises, qui appellent des PME, se font répondre parfois, oui, envoie-moi tes CV d'immigrants, mais pas un arabe. Et la réaction des gens de la Chambre, c'est d'encaisser le coup très stoïquement, de continuer la conversation et d'amener l'entreprise à s'ouvrir. Et la prétention qu'on a, c'est que dans ces 85 de PME, chacune d'entre elles qui a fait le geste d'accueillir des CV d'immigrants va le refaire de nouveau et progressivement, on les gagne. Et moi, ce que j'ai dit au gouvernement, c'est que si on fait bien notre job dans 10 ans, peut-être qu'on n'a plus besoin d'interconnexion parce que les entreprises vont être complètement ouvertes, les départements de RH vont être capables de lire correctement des CV d'immigrants, les meilleures pratiques d'intégration en entreprise vont avoir eu lieu et la roue va être partie. Donc, il y a besoin d'un coup majeur, ce qu'on fait, ce qu'on d'autres peuvent faire, mais si on fait bien le travail, ce n'est pas éternel. Rapidement, deuxième programme dont on m'a demandé de parler, francisation. La Chambre s'est impliquée en 2008, il y a aussi près de 10 ans, en tenant un forum des gens d'affaires relié à la francisation des entreprises. L'objectif de ce forum, pour ceux qui s'en rappellent, c'était de déterminer si on avait besoin d'appliquer formellement les dispositifs de la loi 101 sur les très petites entreprises. Et la réponse avait été que ce serait embarrassant, compliqué, ça insécuriserait. Il y avait d'autres moyens de le faire. Et la Chambre s'est mise, dès cette année-là, à travailler sur le terrain, à essayer d'amener des petites entreprises à se franciser. Donc, on a travaillé d'office avec les services gouvernementaux. On allait en entreprise, on leur parlait des programmes existants, on leur parlait du cheminement. On les amenait à entreprendre des démarches de francisation et ça marchait assez bien. En 2015-2016, il y a eu une transformation de l'approche gouvernementale. Ça nous a amené, nous, à réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent pour amener les petites entreprises à se franciser. L'enjeu du point de vue de Montréal est qu'évidemment, une partie de la perception vient des commerces sur rue, vient de la perception que les commerces sur rue opèrent en anglais, des fois avec du personnel qui ne parle pas bien le français ou qui ne parle pas le français. Et évidemment, pour des gens qui viennent de l'extérieur de Montréal, ça peut donner l'impression que Montréal s'anglicise. Pour les gens qui sont de Montréal, bien, ils font peut-être un petit peu plus de nuances dans leur constat, mais néanmoins, il y avait une réalité que le commerçant sur rue pouvait, dans certains cas, dans certains coins de Montréal, opérer assez en anglais. Ça nous a amené au niveau d'une proposition, encore une fois, projet pilote, encore tout petit, mais d'ici quelques temps, on espère pouvoir annoncer avec le gouvernement une prochaine étape qui visait à amener chez les commerçants sur rue des gens qui les accompagneraient dans leur apprentissage du français. Notre hypothèse, c'était que pour les commerçants sur rue, il y a suffisamment peu de redondance, ils ont des horaires qui sont difficiles. Et si on veut vraiment faire un effort pour les amener à se franciser, il faut aller à leur rencontre, il faut leur proposer des horaires qui font leur affaire, et il faut aussi les amener à se franciser dans ce qui est le plus immédiatement utile pour eux. Donc, quel est ton nom? Où vas-tu en vacances? C'est une chose, mais surtout être capable de répondre à un client qui dit « Où est-ce que se situe en magasin tel produit? Est-ce que c'est vraiment celui-là dont j'ai besoin? » C'est peut-être plus utile pour le commerçant, il va être plus motivé. On a fait l'exercice... Oh, bon, il y avait une slide, puis elle est disparue. C'est parce qu'il y en manque une. On a fait l'exercice donc avec des étudiants de l'Université de Montréal qui ont appliqué, ils sont payés le fameux 15 $ de l'heure, ils sont contents. C'est dans leur domaine de compétences, des étudiants en francisation, en français, en traduction. Ils vont au-devant des commerçants, passent du temps avec eux 2 heures par semaine et éventuellement mesurent la progression. La slide qui est partie, ce qui est une slide que je trouvais utile, c'est qu'on a des mesures concrètes de progression du français chez le détaillant. On est capable de mesurer une échelle formelle, je pourrais la rendre publique, vous la distribuer,
qui code de 1 à 6 le niveau de francisation et qui mesure dans quelle mesure il saute d'un demi-palier à un palier à 1,5. Ça nous permet de mesurer qu'il y a des progrès réels. Ça nous permet de mesurer aussi que ce n'est pas parce que pendant 3 mois, un commerçant fait ça qui est suffisamment francisé parfois, donc il faut persévérer. Les résultats sont assez probants pour qu'on envisage de faire encore une fois une mise à l'échelle plus grande, donc dans plus d'arrondissements à Montréal, sur plus de rues, travailler avec plus d'étudiants universitaires qui, eux, adorent ça. Et je vais terminer là-dessus. On a eu des rencontres de travail avec les étudiants qui participent au programme. Ils échangent leur expérience concrète. Qu'est-ce que c'est franciser quelqu'un qui arrive de Chine versus quelqu'un qui arrive du Costa Rica? Qu'est-ce que c'est franciser quelqu'un qui arrive du Maghreb, qui pense qu'il possède bien le français, qui possède peut-être parfois à l'écrit moins bien qu'à l'oral? Bref, on est dans des étudiants qui comparent des expériences terrain, qui comparent les méthodologies terrain, qui se donnent des trucs, et on est en train de définir des meilleures pratiques en termes de francisation, ce qui nous a amené à recevoir des appels de Paris, des appels de France, des appels d'ailleurs dans le monde. Même chose pour interconnexion, parce qu'on nous dit que ce qu'on définit là, c'est une meilleure pratique de leur point de vue. Merci. Grand merci, M. Leblanc. Alors, une première question vient de Mme Véronique Desève. À vous. Oui, bonjour, M. Leblanc. On s'est déjà croisés lorsque j'étais au Conseil Emploi Métropole, où vous siégez aussi il y a plusieurs années. Alors, Interconnexion, je l'ai vu grandir. On avait aussi des travaux au Conseil Emploi Métropole sur ces questions-là. Je voudrais, la question de la francisation, c'est extrêmement important. Je voudrais vous parler d'une expérience, l'hôtel Bonaventure, où, grâce au syndicat, on a négocié avec l'employeur d'avoir des cours de français sur les lieux de travail. Et c'est hyper important parce que, oui, ça amène une convivialité dans les rapports entre les personnes parce qu'il y a beaucoup de communautés culturelles, mais aussi, ça a permis à des personnes qui travaillaient d'accepter de faire notamment des réceptions spéciales parce qu'elles se sentaient à l'aise de parler avec les invités. Alors, quand vous parlez de votre intervention dans les petits commerces, il y a aussi des milieux de travail qui ne sont pas des petits commerces, mais qui pourraient avoir des lieux où on pourrait avoir des cours de francisation sur les milieux de travail pour justement améliorer la question de pouvoir parler avec des invités, mais aussi le lien avec la santé-sécurité. Ce n'est pas une coquetterie, hein, je vous dirais, quand on sait que avoir accès à comprendre les règles pour des santé-sécurité, c'est extrêmement important. Donc, il faut nécessairement avoir des budgets alloués à ces questions-là. Et je me demandais, M. Leblanc, puisque ça prend une question quand on intervient, je voudrais savoir comment vous avez... C'est quoi vos accès de budget pour qu'on sache, nous, comme organisation syndicale, à quoi on peut avoir accès? Merci. Je comprends que vous avez une bonne question pour faire votre intervention. D'abord, je reviendrai sur votre intervention avant votre question. Moi, je trouve que c'est important, votre intervention, parce que, je veux dire, au gouvernement, je pense qu'il y a une bonne approche qui est celle de travailler avec des partenaires. Et autant des syndicats peuvent rassurer des travailleurs sur le fait que leur apprentissage du français va se faire dans un environnement qui n'est pas jugeant, qui n'est pas du point de vue de l'employeur nécessairement une évaluation, mais qui est vraiment d'aller de l'avant. Autant quand on parle à des petits commerçants, du point de vue d'une chambre de commerce, c'est rassurant. On n'est pas perçu comme étant un agent du gouvernement. On n'est pas perçu comme étant quelqu'un qui va avoir un jugement sur le fait que le commerçant va nous dire non, pas ce mois-ci, pas cette période-ci, mais ça m'intéresse après. Et donc, j'encourage beaucoup une approche qui repose sur des partenaires. Ça peut être les milieux syndicaux, ça peut être les intervenants, les chambres de commerce ou autres, qui vont faire en sorte que du point de vue de celui qui se reconnaît une lacune, mais il ne veut pas être jugé à cause de sa lacune, il ne veut pas que ça lui nuise de l'admettre qu'il devrait apprendre le français. Donc, cette nécessité d'avoir des intervenants est très importante. Pour ce qui est du financement, je reviens encore sur la beauté des projets pilotes. La Chambre n'a jamais la prétention d'arriver avec la solution miracle auquel personne n'a jamais pensé et qui, d'un coup, devrait nécessiter des gros investissements publics ou privés. La Chambre procède par projet pilote, testant des idées terrain, trouvant des partenaires gouvernementaux, des programmes existants, travaillant avec les fonctionnaires pour faire avancer nos projets. Et puis, finalement, quand ça marche, ça marche. Et on est heureux de pouvoir démontrer, autant en francisation qu'en immigration, qu'on a des chiffres, qu'on a des résultats. Merci. Prochaine question, Mme Louise Chabot.
Oui, bonjour, M. Leblanc. Je vais commencer par la question, comme il faut le faire. C'est quoi le maillage dans les expériences, puis avec ce que vous avez mis en place, particulièrement avec le système d'éducation? Puis ça me permet, en vous posant la question de, tu sais, quand on parle de quelque chose qui doit être maillé ou intégré, puis ça me permet de le dire aussi au ministre, il y a un service qui est très, très méconnu, ça me permet de vous en parler, c'est au niveau de l'éducation des adultes, quand on parle de l'intégration socio-professionnelle. C'est dommage parce que c'est méconnu, pourtant, il y avait 15 000 inscriptions en 2013-2014, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais c'est un service qui est donné à l'éducation des adultes par des enseignantes et des enseignants qui aident des nouveaux arrivants, effectivement, en termes d'accueil, comment rédiger un curriculum vitae, comment avoir accès au marché de l'emploi, leur donne donc des outils, même il peut y avoir des stages. Donc, c'est tout un service qui vient de l'éducation des adultes dans notre système public d'éducation. Tout à l'heure, vous disiez on peut faire des choses simultanées, mais je comprends les projets pilotes, mais j'essaie de voir comment on peut faire les liens. C'est extrêmement majeur, emploi, immigration, éducation, de prendre tous les services là, qui sont utiles. Puis je dirais, c'est la même chose pour la francisation, mais ça, j'apprendrai probablement rien au gouvernement. La formation des adultes, c'est le parent pauvre du système de l'éducation, alors qu'il y a une formation au niveau de l'immigration qui est... Que ça fait partie de sa mission finalement, mais vu qu'on a depuis 20 ans des enveloppes fermées en formation générale des adultes qui ne sont pas indexées, bien, ce secteur-là doit, je comprends la formation d'entreprise, je ne dis pas que ça n'en prend pas, mais il y a quand même là un bassin où je pense qu'on n'a plus les moyens, si on parle de solutions concrètes, à priver des personnes qui proviennent de l'immigration ou des réfugiés de pouvoir accès dans la formation des adultes à des cours de francisation qui vont leur donner tous les outils pour continuer. C'était mes deux questions, mais non, j'en ai une finalement. Merci, je n'ai vu une question. Écoutez, pour nous, je vais parler de ce qu'on a fait dans le passé puis d'où on est maintenant. Nos premières initiatives qui travaillaient avec le milieu de l'éducation donnaient certains résultats. C'est-à-dire que c'est clair, quand on approchait encore une fois, les commerçants, les petites entreprises, et qu'on leur disait, voici les dispositifs d'aide et d'accompagnement pour la francisation, on mettait en évidence tout le dispositif à proximité. On travaillait en relation avec le milieu de l'enseignement sur les endroits, les écoles, les cégeps, à proximité où des cours étaient donnés. Je vous dirais en même temps que la réalité, c'est qu'on n'a pas eu les succès qu'on espérait, et je l'ai mentionné, parce que ces gens-là travaillent de jour. Et parce que pour dire à ces gens-là que le soir, ils devraient se déplacer, ou pour dire à des petits commerçants, vous devriez libérer 2 de vos 3 employés en après-midi, alors qu'il n'y a pas de redondance dans le petit commerce, ça fonctionne mal. Et c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que si on est sérieux, on devrait penser, quand on vise des gens en emploi, à aller vers ces gens-là et dans la mesure où les ressources sont disponibles, à les former en fonction de leurs horaires à eux. Ce qu'on s'aperçoit aussi, vous parliez des liens, c'est clair que présentement, on travaille avec l'Université de Montréal et dans les augmentations de volume qu'on envisage, on va travailler avec d'autres établissements d'enseignement. Il y a énormément d'intérêt chez les universités et on verra éventuellement, si c'est au niveau des cégeps aussi, à ce que les jeunes qui étudient, les gens qui étudient aillent faire des expériences terrain liées à l'apprentissage du français. Je parlais tantôt, encore une fois, des différences qu'il y a entre franciser des cohortes de chinois versus franciser des cohortes qui sont familiers avec des langues latines. Moi, j'ai assisté à ces rencontres d'échange entre les formateurs. Donc, encore là, c'est un supplément de formation très concret, donc très utile du point de vue des établissements. Le dernier point que je dirais, vous parliez d'écoles ou, je pense, d'établissements d'enseignement qui fournissent des stages. Et là, je vous dirais, le danger aussi, c'est de sortir de ces zones de compétences.
Notre zone de compétence à la Chambre de commerce n'est pas des experts en augmentation de l'employabilité. Il y a des organismes terrains qui travaillent avec des immigrants, qui travaillent avec leur réalité concrète et qui travaillent à augmenter leur employabilité. Notre expertise est dans la relation avec les entreprises et dans la relation de confiance avec les entreprises pour rencontrer ces gens-là. Et je vous dirais, par conséquent, les gens ne devraient pas s'improviser en fournisseurs de stages. Et dans la communauté, dans la région de Montréal, il y a plein d'organismes qui disent « Ah, moi, je vais fournir des stages. Moi, je vais trouver des stages. » Du point de vue d'un département RH qui reçoit des appels continuellement de toutes sortes d'organisations qui disent « Moi, j'ai des gens pour tes stages, j'ai des gens pour tes stages. » Ça finit par créer de la confusion. Donc, moi, je militerais en fonction d'une espèce de répartition des rôles, en fonction des zones de compétences, en grande complémentarité, encouragée par le gouvernement, qui s'assurait qu'il y a une bonne coordination, mais dans les forces de chacun et qui fait en sorte qu'on a les résultats optimaux. Merci beaucoup. Une toute petite dernière question. Elle sera de la part de M. Bernard Tremblay à M. Leblanc. Oui, merci. J'adhère d'abord à votre message que vous venez donc de livrer sur le maillage et sur utiliser les forces de chacun. Il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur les stages, peut-être qu'on aura d'autres occasions, mais j'aimerais revenir sur les efforts de francisation et sur l'idée d'avoir donc des avenues variées. Je pense que c'est intéressant, mais peut-être avoir vos observations sur une préoccupation que nous, on a donc dans le réseau collégial, c'est de s'assurer que notre offre de francisation au Québec, elle permette vraiment aux immigrants de faire valoir leurs compétences propres dans leur domaine de spécialisation. Et oui, on a une offre de francisation qui est intéressante et je pense qu'il faut le souligner, qui permet donc d'avoir une connaissance du français suffisante pour fonctionner au quotidien, mais on sait tous que pour l'employabilité, d'avoir une capacité de bien faire valoir les compétences que j'ai acquises dans mon domaine d'activité, c'est aussi essentiel. Et je ne sais pas si vous avez une réflexion à faire là-dessus, sur cette offre actuelle et sur les besoins que vous percevez pour justement faciliter le recrutement des immigrants au Québec. Ouais, je ne me sens pas équipé pour avoir une opinion sur les cursus de formation touchant les immigrants qui arrivent, dans le sens où je n'ai pas, moi, d'informations spécifiques à donner, je crois. Par contre, j'attire l'attention sur le fait qu'il y a à peu près 2 ans, on a produit une étude qui, à notre avis, est la seule qui a été produite de cette nature au Québec, qui est sur le parcours des immigrants en entreprise vers les postes de cadre. Et donc, c'est une étude qu'on a faite, c'est disponible sur le site web de la Chambre, où on a posé des questions à des entreprises, à des immigrants sur les trajectoires. Et ça nous a permis de réaliser qu'un des principaux obstacles à la progression des immigrants vers les postes de cadre est la connaissance fine du français à un niveau qui leur permet d'être un cadre. Et là, de ce point de vue-là, il est ressorti des conclusions sur le fait qu'on devrait offrir ce genre de formation-là. Nous, on pense que les entreprises ont une responsabilité. Il ne s'agit pas toujours de cibler le gouvernement là-dedans. Les entreprises qui offrent des formations à du personnel en fonction de progression de carrière n'ont pas tendance à identifier le français et la connaissance fine du français comme étant une chose à améliorer. Et donc là, du point de vue du milieu des affaires, il y a un constat à faire. Si on est sérieux dans utiliser tous nos talents à l'interne qui viennent de l'immigration et qui ont démontré leurs compétences, bien parfois, il faut améliorer un peu leur niveau de français pour qu'ils puissent éventuellement faire d'évaluation d'employés, écrire des rapports, etc., tout ce que fait un cadre dans une entreprise. Ce qu'on s'est aperçu en même temps, et je terminerai là-dessus de façon très positive, c'est que les entreprises, dans une très forte majorité, avaient identifié à l'interne des immigrants qu'ils envisageaient pour des postes de cadre et avaient l'intention de procéder éventuellement. Alors, il y avait un double constat. Ils sont ouverts à la promotion des immigrants, les détectent, mais en même temps, un des principaux freins, c'est la connaissance fine du français. Et il n'y a pas nécessairement les stratégies pour améliorer le français de ces employés-là. Alors là, il y avait un petit peu de paradoxe dans tout ça, mais un point de vue positif, il y a une reconnaissance de compétences. Je terminerai là-dessus en vous disant merci, Monsieur le ministre, de nous avoir donné cette chance-là. Merci d'avoir organisé ça. Sur la région de Montréal, c'est clair qu'on sent le plein emploi dans des secteurs. On est en quasi plein emploi. Et ce que ça veut donc dire, c'est que le terrain est extrêmement fertile et extrêmement positif présentement. Si on travaille dans le domaine de l'immigration, les entreprises vont s'ouvrir. Il y a quelqu'un avant qui a parlé de l'importance du point de vue des entreprises de bien faire ça, connaître les meilleures pratiques, avoir des milieux d'accueil qui sont bons pour intégrer ces immigrants-là. Donc, il y a du travail à faire, mais les pressions économiques vont jouer dans le bon sens. Merci pour vos questions. Merci beaucoup, M. Leblanc. C'était fort intéressant. J'aimerais
J'aimerais vous présenter maintenant Mme Kalina Bachère-René, directrice de l'accès à la profession à l'Ordre des ingénieurs du Québec. Elle va prendre la parole dans quelques instants. Depuis 2015, Mme Bachère-René est responsable de l'accès à la profession pour l'ensemble des demandes d'admission de la période de juniorat et de l'inscription annuelle au tableau de l'Ordre. Elle veille également à la valorisation de la profession au niveau universitaire en contribuant notamment aux travaux entourant le projet d'intégration des professionnels formés à l'étranger en ingénierie. Soyez la bienvenue. Est-ce qu'on... C'est bon? Oui. Oui, c'est bon? Parfait. Alors, bonjour à tous. Monsieur le ministre, merci beaucoup de l'invitation. Premièrement, je voudrais vous partager mon bonheur d'être ici aujourd'hui pour vous présenter notre projet sur les normes d'équivalence de diplôme et de formation. Depuis ce matin, on a entendu beaucoup de préoccupations, d'intérêts. C'est vraiment un sujet qui est de l'heure. Puis, on s'est penché justement sur cette question-là pour pouvoir bâtir un projet qui répondait à un besoin très important dans la société québécoise. Oups. Alors, on va regarder ensemble aujourd'hui tout l'état de situation au niveau de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Nos objectifs, nos opportunités d'amélioration. Puis on va aussi regarder, dans le fond, les grands changements qu'on propose, les enjeux internes et externes, puis les bénéfices escomptés, puis bien entendu, les prochaines étapes. Alors, au niveau de l'état de situation, l'Ordre a mis en place plusieurs initiatives depuis les dernières années. Entre autres, on a mis en place la boussole, qui est un outil sur le site Web qui permet à la personne immigrante de pouvoir faire une auto-évaluation de son profil académique qui va lui permettre, dans le fond, de savoir s'il y a des examens à passer ou encore, au niveau des frais aussi, qui vont être associés à l'étude de son dossier. Par la suite, on a aussi mis en place certaines mesures financières pour aider à l'intégration des personnes réfugiées, toutes personnes confondues. Puis, naturellement, il y a eu les accords et les ententes, dans le fond, qui permettent d'avoir un fast track, en bon français, pour rentrer à l'Ordre. Donc, il y a l'ARM avec la France, puis il y a l'accord de Washington qui comprend 18 pays. Je m'excuse. Alors, j'aimerais porter votre attention sur certaines statistiques, comme depuis les 5 dernières années, le taux de demande de permis varie entre 20 et 25 % pour les professionnels formés à l'étranger, pour l'Ordre des ingénieurs. Alors, le délai moyen pour l'obtention d'un permis d'ingénieur junior est de 16 mois. Une autre statistique importante, c'est qu'au niveau du niveau de complétion du processus d'admission à l'Ordre est de 58 %, ce qui nous a vraiment on s'est posé beaucoup de questions face à ça, étant donné qu'on s'est dit, mon Dieu, on aimerait pouvoir augmenter ce niveau-là. Puis c'est d'ailleurs un des sujets qu'on traite régulièrement là, entre les ordres. Alors, un des derniers, au niveau des PFE, au niveau des PFE, c'est ça, il y en a 38 % qui sont sans emploi dans leur profession. Donc, pour les opportunités d'amélioration, dans le fond, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pouvait avoir du pouvoir sur certains éléments seulement. Donc, on veut réduire le délai moyen pour le traitement des demandes de permis, passer de 8 semaines à 5 semaines. Ce qui est un objectif qu'on contrôle totalement la finalité parce que c'est vraiment traité à l'interne. Par la suite, on voulait réduire le 16 mois que je vous ai présenté tantôt, de le réduire de moitié. Donc, passer dès la demande de permis jusqu'au moment que la personne obtient son permis d'ingénieur junior, que ça pourrait lui prendre seulement 8 mois pour intégrer par la suite le marché du travail. Ensuite, au niveau du taux de complétion que je vous présentais tantôt de 58 %, on voudrait l'augmenter dans un délai d'environ 3 ans à 75 %, qui est un objectif qui a beaucoup d'audace, mais on y croit beaucoup avec les actions qu'on va mettre en place. Naturellement, toutes ces belles actions-là, on veut le faire en équité avec nos candidats ici, qui proviennent d'ici, nos Québécois, puis nos PFE, qu'on appelle PFE, dans le fond, les professionnels formés à l'étranger.
Et puis, naturellement, on veut devenir la référence en termes de reconnaissance des acquis et des compétences. Donc, je vais vous demander d'être un petit peu imaginatif parce que la diapositive est un petit peu mélangée. Dans le fond, on serait tellement efficace que la personne obtiendrait son permis avant même d'avoir déposé sa demande, selon ce qui est écrit. C'est ça. Donc, en fait, les grands changements réellement, c'est qu'on veut personnaliser vraiment toute l'approche qu'on fait avec les PFE. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, naturellement, on va quand même regarder tout son dossier académique. Par contre, on ne s'arrêtera pas là. Donc, en regardant le dossier académique, on va vérifier s'il y a des lacunes. Si oui, il y a des lacunes, on va vérifier par la suite les expériences professionnelles qu'on va, dans le fond, intégrer dans un référentiel de compétences. Et puis, donc, si la personne a des expériences professionnelles dans son passé, elle va peut-être pouvoir réussir à ne pas avoir d'examen à l'ordre, d'activité de formation, dans le fond, à l'ordre. Par la suite, si jamais, malgré la reconnaissance de son expérience, la personne présentait toujours des lacunes, eh bien, on pourrait lui prescrire des activités de formation. Actuellement, les activités qu'on offre, c'est seulement 2 sessions d'examen par année, puis la personne peut faire maximum 3 examens à la fois. Ce qu'on propose, c'est oui, on va garder encore l'auto-formation avec la finalité des examens. Par contre, on veut pouvoir offrir à la personne de pouvoir aller suivre des cours à l'université ou encore de faire un projet supervisé selon le cas, selon son profil, naturellement. Donc, cette personne-là, ce qui va nous permettre vraiment de pouvoir rencontrer notre objectif que je parlais tantôt, de passer du 16 mois au 8 mois et de passer du 58 au 75 %. Parce que, si vous regardez bien sur la diapositive, il y a un cercle rouge qui est très, très, très important puis qui est, selon moi, une des clés du succès. Parce que tout au long de ce processus-là, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est collaborer avec les acteurs clés. Ce qu'on a d'ailleurs commencé. On a collaboré avec M. le commissaire, M. Gariepi, qui est tout à fait en accord avec notre démarche. On a aussi collaboré avec des organismes communautaires. On s'est assis aussi avec les universités. On s'est assis aussi avec le milieu des affaires pour s'assurer d'avoir quelque chose qui allait être représentatif. On s'est aussi assis avec des dirigeants d'entreprise. On s'est assis avec des PFE, justement, pour vraiment comprendre le besoin, puis, tout comme M. Leblanc le disait tantôt, aller jusqu'au bout qu'on peut aller dans notre expertise, mais d'aller chercher l'expertise de tout le reste du système pour pouvoir vraiment soutenir la personne tout au long de son processus. Parce qu'on l'a entendu depuis ce matin, ce processus-là, c'est pas juste d'avoir un permis. Je vous le présentais tantôt, il y en a 38 % qui ne travaillent pas dans leur profession. Mais il y a des raisons pour ça, toute l'intégration, tout savoir comment monter un CV et tout ça. Et ce n'est pas dans notre mission. Notre mission, naturellement, c'est la protection du public. Donc, on veut vraiment remplir notre mission, mais aller chercher l'expertise de chacun pour vraiment être plus forts ensemble. Alors, au niveau des enjeux externes et internes, naturellement, un des enjeux, c'est bien sûr la collaboration entre les partenaires. On ne se le cachera pas, il faut essayer de pouvoir arrimer tous nos processus ensemble pour qu'il y ait une cohérence à travers toute cette démarche-là. Et puis, d'autres enjeux qui sont plus propres aux immigrants, les aspects financiers. Tous les examens, les cours à l'université, tout ça, c'est des frais. La recherche d'emploi, comme je vous parlais tantôt. Puis la connaissance du français, qui est aussi un enjeu, tant pour passer les examens à l'ordre ou pour bien comprendre aussi le rôle de l'ordre et tout. D'ailleurs, tantôt, je m'excuse, je n'ai pas parlé du fait qu'on travaille aussi avec le Midi, justement, pour travailler en amont. On a eu une rencontre dernièrement pour essayer de voir si on ne pouvait pas faire des vidéoconférences pour vraiment informer la personne avant même qu'elle arrive sur la préparation qu'elle devrait faire, sur qu'est-ce que c'est un ordre, c'est quoi le rôle d'un ordre professionnel et tout ça. Donc, c'est vraiment des acteurs clés qui vont nous permettre d'aller plus loin dans nos démarches. Les bénéfices escomptés, eh bien, à mon avis et à l'avis de l'Ordre, sont très grands. Naturellement,
comme je disais tantôt, notre mission, c'est la protection du public. On pense vraiment qu'avec ce projet-là, on va pouvoir répondre à cet objectif-là, à cette mission-là de protection du public, parce qu'on va avoir des personnes on va avoir une approche plus adaptée. On va combler des lacunes avec des activités de formation. Puis, on va aussi avoir des personnes immigrantes. On va pouvoir se servir du talent de tous les Québécois, de toutes les personnes immigrantes qui arrivent au Québec aussi. Donc, dans les prochaines étapes, alors, il y a le développement de nos outils technologiques pour avoir une plateforme au niveau des compétences. Il y a aussi la poursuite de la collaboration avec les acteurs clés. On a débuté plusieurs initiatives. Par contre, il faut poursuivre les rencontres, puis finalement la mise en vigueur de notre règlement à l'été 2018. Alors, voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un du fond de la salle aimerait prendre la parole pour débuter? C'est quelqu'un qui se dirige? Monsieur Garriépi, donc, en avant-salle, va débuter la période de questions et on retournera derrière tout de suite après. Oui, alors, bonjour. Madame Bachère-René, vous savez que le commissaire a un statut... Pardon? On va revenir à vous tout de suite après, madame. Désolée, monsieur Garriépi. Ça va? Alors, exact. Vous serez entendu. Alors, le commissaire ayant bénéficié d'une indépendance par la loi, ben, il va s'exprimer de lui-même. Mais je suis d'accord avec vous. Alors, c'est une question d'orgueil institutionnel, peut-être. En fait, si vous regardez les rapports annuels du commissaire depuis 7 ans, l'Ordre des ingénieurs est un grand client en termes de nombre de plaintes. C'est mon numéro 1. Je pense qu'il y a eu une transformation au cours des 2 dernières années au sein de cet ordre. Une ouverture. Et une ouverture, ce que ça veut dire, c'est de regarder le point de vue qui nous est présenté et de l'intégrer et d'y accorder, ne serait-ce qu'un instant, un peu de crédibilité et s'accorder un moment d'autocritique. Et je pense que l'Ordre fait ça. Ça a demandé, par contre, du changement de personnel dans l'équipe. Parce que les organisations, ce ne sont que des morceaux de papier, des textes de loi. Ils sont incarnés dans des individus qui leur donnent vie, qui donnent le style, l'attitude, l'ouverture, la sensibilité. Je pense que les changements qui ont été opérés dans les 2 dernières années au sein de l'Ordre ont fait en sorte qu'on arrive aujourd'hui avec une ambition qui va peut-être être atteinte d'être la référence en reconnaissance. Mais vous savez, le commissaire reste sceptique. On aura toujours un œil critique. Mais continuez, vous êtes dans la bonne direction. Merci. Marie, vous réagir? Je peux juste être d'accord avec toute cette démarche-là. Effectivement, on a mis beaucoup d'efforts. Il y a eu un changement de cap. Peut-être pas un changement de cap, mais on a mis des priorités. Là, avec le plan ING 2020, c'est certain que ça a été vraiment... C'est comme c'est la base qui nous a projeté, qui nous projette encore aujourd'hui, dans le fond, pour avancer puis avoir vraiment un plan stratégique qui est très, très clair, qui nous amène à aller plus loin, puis, dans le fond, concrétiser tous nos objectifs, dont être la référence en termes de reconnaissance d'acquis et des compétences. Bravo, merci. À vous la parole au micro derrière votre nom, s'il vous plaît. Mon nom est Cecilia Escamilla, je suis la directrice de CAFLA, le Centre d'aide aux familles latino-américaines à Montréal. Excusez-moi, mais le micro est tombé, je crois. Vous pouvez le tenir dans vos mains en attendant. Oui. Donc, cet après-midi, je vous parle au nom de la Coalition pour l'intégration latino-québécoise. C'est une concertation composée par CAFLA, le Centre d'aide aux familles latino-américaines, la Chambre de commerce latino-américain du Québec, Hispanité Québec, la Fondation Latin Arte et le Laboratoire d'études latino-américains de l'UQAM. Donc, selon les résultats de notre consultation, la problématique, les défis, un des plus grands, c'est la langue. Une chance que c'est juste la première génération et les nouveaux arrivants. Moi, je fais partie de la nouvelle génération.
Nous sommes les personnes qui ont parlé français avec accent et qui ont traversé plusieurs défis pour intégrer le marché du travail. J'ai bien l'intégré, bien sûr, et je dis la chance parce que nos enfants, comme par exemple Alexandra, elle parle français sans accent. Donc, nos enfants à nous, peut-être, ça va être plus facile pour intégrer le marché du travail. Par contre, je me demande si, dans le cas de discrimination, nos enfants, à nous et nos grands-enfants, vont continuer avec la même problématique de discrimination, malgré qu'elles parlent bien les 3 langues, anglais, français, espagnol, dans le cas de mes enfants, mais que génétiquement, son visage va être toujours hispanophone, latino, et son nom de famille va être toujours Pérez ou Hernandez, il ne peut pas le changer. Donc, c'est ça une de mes inquiétudes. Deuxième chose, j'aimerais vous lire certaines des recommandations que la Coalition pour l'intégration latino-québécoise souhaite nommer maintenant à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, 5 recommandations de part de la Coalition. La numéro 1, poursuivre les efforts en vue de faciliter la reconnaissance des diplômes et l'acquisition d'une première expérience québécoise. C'est le thème sur lequel on vient de parler. Je m'excuse, je suis en train de le lire. Le deuxième, améliorer l'offre de ressources de francisation en renforçant l'accès, le soutien et la qualité des services. On vient de parler de francisation. Et le 3, sensibiliser les employeurs et la société en général au fait que parler le français avec un accent ne veut pas dire mal parler le français. Il ne faut pas mesurer l'intelligence des gens avec l'accent sur lequel elles parlent français. C'est un défi de toujours. Oui? OK. Oui, peut-être je vais l'approcher. En conclusion, s'il vous plaît. Oui. Et le numéro 4, combattre les préjugés et les stéréotypes. Et la dernière, je m'excuse d'avoir pris le temps, d'adopter la notion de discrimination systémique pour traiter des écarts socio-économiques dus à l'origine ethnique ou nationale. Ça, ce sont les 5 recommandations, Monsieur le ministre, que la Coalition pour l'intégration latino-québécoise vous expose cet après-midi. Merci beaucoup. Bravo. Alors, le micro vient en place. Monsieur, est-ce que vous souhaitiez réagir à Madame ou on adresse toute la question, d'accord? Si vous voulez adresser votre question à Madame Bacharonnet, allez-y. Oui, bonjour, mon nom est Omar Berry, je suis le représentant du regroupement des propriétaires de taxis de la province. C'est un nouveau regroupement qui vient d'être créé. Donc, moi, ma question, c'est que nous, on n'a pas de problème avec la langue et puis on n'a pas de problème avec l'emploi. Le problème qu'on a, nous, c'est que nous sommes des immigrants qui sont venus ici, diplômés, et puis qui ont été exclus du marché du travail il y a longtemps. Et puis on a pris l'initiative de s'endetter pour créer nos propres entreprises, notre propre emploi, c'est-à-dire nos entreprises qui sont des taxis. Les taxis, c'est des entreprises qui font vivre des familles et tout. Alors, avec ces permis-là, cet endettement que nous avons eu, actuellement, est devenu un fardeau sur nous. Et puis, il y a personne qui pense à prendre des initiatives ou quoi faire pour régler cette problématique actuellement dont on est exclu, qu'on considère qu'on est exclu, vu qu'on voit qu'au niveau de l'agriculture, il y a des encouragements et au niveau du bois d'œuvre, il y a des encouragements. Hier, on entend la presse écrite vient de recevoir de l'argent pour faire face au numérique. Alors nous, nos entreprises actuellement qui sont au bord de la faillite, il y a 22 000 familles actuellement, que ce soit à Montréal, que ce soit ici, et ils souffrent de ça, là, à tel point qu'on ne sait pas est-ce qu'on est intégré ou on est mal intégré ou on ne sait pas quel chemin qu'on va suivre actuellement. Merci. Merci à vous. Alors, merci infiniment. Excellente allocution. Un grand merci.
On va maintenant entendre notre quatrième intervenant sur le thème de la formation et de la francisation. Il est directeur général de l'École nationale d'administration publique. Monsieur Guy Laforêt est professeur de sciences politiques à l'Université Laval depuis 29 ans. Un des meilleurs qu'il m'ait été donné d'avoir, j'en ai été témoin lorsque j'ai fait mes études et que j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur. En plus de publier plusieurs ouvrages et articles scientifiques, il a œuvré comme directeur de département, directeur de programme d'études et co-directeur de revues. Il agit actuellement comme responsable du comité de suivi du congrès au conseil d'administration de l'Association francophone pour le savoir et comme président de la Fédération des sciences humaines du Canada. Je vous demande d'accueillir M. Guy Laforêt. À vous la parole. Merci, Madame. J'ai assez d'expérience pour savoir que dans des colloques comme celui-ci, l'heure de la journée que nous vivons est celle où, en général, le moral des troupes commence à vaciller. Alors, rassurez-vous, ma collaboratrice à l'ENAP, la directrice des communications, Madame Manon Malenfant, me donnera un carton jaune lorsqu'il me restera précisément 6 minutes, un carton rouge lorsqu'il en restera 2, et normalement, Mme Diaz n'aura pas besoin d'appeler les agents de la sécurité. Je veux commencer parce que je suis aussi représentant du Bureau de la coopération interuniversitaire aujourd'hui. Donc, M. Michel Patry des HEC, M. Claude Bédard du BCI vous saluent également. Dans une journée comme celle-ci, on passe par différentes émotions et il est clair qu'on peut regarder les choses verre à moitié vide, verre à moitié plein, de diverses manières. Pour l'avenir, d'un point de vue pédagogique, pour l'avenir de notre société, il faut néanmoins donner la prime au verre à moitié plein, et je ferai cela à titre d'un exemple. Il y a 32-33 ans, quand j'étais étudiant à Montréal, les 4 universités montréalaises étaient des pays étrangers les unes pour les autres. Il n'y avait pas de collaboration inter-francophone ou intra-francophone. Les universités anglaises de Montréal, anglophones de Montréal, ne se parlaient pas davantage l'une à l'autre. Donc, en 30-35 ans, le Québec a beaucoup progressé. Montréal est devenu incontestablement un des plus importants pôles universitaires en Amérique du Nord, qui fait la valeur, la grande richesse du Québec. On a un certain nombre de croûtes à manger, bien sûr, du côté de l'extension au peuple autochtone et à la population issue de l'immigration, des enjeux relatifs à l'égalité, à la dignité et à la reconnaissance dont je parlais ce matin. Par ailleurs, dans l'interface entre le politique et l'administratif, Madame, en m'introduisant gentiment, parlait de l'ACFAS. L'ACFAS est le lieu de la rencontre de la recherche collégiale et de la recherche universitaire avec souvent les responsables des ministères, et plusieurs des présentations qui ont été faites aujourd'hui seraient parfaites dans le contexte de colloques Enjeux de la recherche au congrès de l'ACFAS, mai 2018 à Chicoutimi et mai 2019 à l'Université du Québec en Outaouais. Quand vous regardez dehors, vous voyez un paysage des peintres romantiques du début du 19e siècle. Et vous voyez, si vous restez assis un peu, l'histoire se défiler depuis 225, 250 ans. Je vais aller vite. C'est pas pour rien que les universités québécoises, que la recherche québécoise est un chef de file mondial sur toutes les questions qui touchent la diversité et qu'à peu près 42 de mes collègues ont travaillé d'une manière ou d'une autre avec l'équipe de M. Hurtel et de M. Matt au cours des dernières années. J'espère qu'ils continueront de le faire. Donc, on a acquis une énorme compétence là-dessus et ces choses-là devraient paraître davantage encore dans les prochaines années. Ça commence avec l'Acte de Québec de 1774. Ça va jusqu'à 1864, la Conférence de Québec, qui a donné naissance à la Fédération canadienne. À cette époque, la Ville de Québec avait 60 000 personnes, dont 10 000 Irlandais. Ce matin, j'ai parlé de Laurando et 1967, c'était le temps de l'Exposition universelle de Montréal, ça fait à peine 50 ans. On est capable de voir les chemins parcourus depuis. Et ce matin, il y a aussi été question du rapport de la commission Bouchard-Taylor, qui a 10 ans. Et j'ai devant moi le document intitulé « Québécois, notre façon d'être Canadien, politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes »,
que le gouvernement du Québec a publié en juin 2017. J'insiste sur ce document. On peut aller, ou j'irai moi-même à la diapo suivante, ce sera mieux. On peut aller immédiatement à ce document parce qu'il me semble être un point de départ. Ça prend des solutions concrètes, mais elles doivent être appuyées sur des principes cohérents les uns avec les autres. Et dans ce document, il est fait mention de la prochaine, c'est incontestablement ce que je souhaite, l'adoption prochaine d'une politique d'interculturalisme. Cette politique d'interculturalisme-là, justement, elle lie les enjeux rattachés à l'égalité, à la dignité et à la reconnaissance entre les trois composantes de la diversité profonde qui font le Québec et qui font aussi le Canada contemporain. Nous, on pense, je vais bien sûr arriver bientôt à l'École nationale d'administration publique, qu'une école comme l'ENAP, dans le réseau universitaire québécois, seule quand il le faut, mais pourquoi pas en partenariat avec plusieurs autres sur les théâtres où l'ENAP est présente. Elle est présente à la grandeur du Québec, mais en particulier dans ses campus à Québec, à Montréal et à Gatineau. Et que peut être l'objectif? Eh bien, l'objectif, c'est de contribuer en collaboration avec l'équipe politico-administrative du gouvernement du Québec, dans la mesure où l'ENAP est, bien sûr, une institution d'enseignement supérieur, mais également une école professionnelle. L'objectif, qu'est-ce que c'est? L'objectif, c'est de faire en sorte que la fonction publique québécoise, comme cela a été dit antérieurement ce matin, ressemble davantage à la partie derrière la table principale qu'à la table principale. Symboliquement, métaphoriquement, si on se regarde dans les yeux, dans 5 ans ou dans 10 ans, nous aurons collectivement réussi si c'est le cas. L'article 3, alinéa 5 de la loi de la fonction publique dit que cette loi institue un mode d'organisation des ressources humaines destiné à favoriser la contribution optimale au sein de la fonction publique des diverses composantes de la société québécoise. Aujourd'hui, en toute modestie, comme citoyenne, comme citoyen, un des bénéfices qu'on retire de la participation à une journée comme celle d'aujourd'hui, c'est d'en ressortir enrichi comme citoyenne, comme citoyen, avec davantage de connaissances. Et pour moi, quel que soit le succès ou l'échec de la suite de ma présentation, comme citoyen, je me sens déjà rasséréné parce que j'ai appris beaucoup de choses au hasard des contributions. Et peut-être que la plus importante que j'ai apprise, c'est l'idée de la réciprocité dans les obligations en matière d'hospitalité. Il y a un philosophe basque qui s'appelle Daniel Nerariti, qui a écrit un livre intitulé « L'éthique de l'hospitalité ». Et les devoirs de l'hospitalité sont réciproques, appartiennent aux deux composantes, aux deux polarités. Et donc, oui, les populations issues de l'immigration au Québec ont un certain nombre de devoirs et de responsabilités, mais bien sûr, la société d'accueil doit, elle aussi, être éduquée par l'ensemble des pédagogues dans la salle, mais il est clair, M. Hurtel, que le pédagogue politique, symboliquement, c'est vous et l'équipe gouvernementale qui avez la légitimité de la démocratie pour faire en sorte d'éduquer les deux polarités, société d'accueil et population issue de l'immigration, à leurs devoirs respectifs. Depuis que je suis directeur général de l'ENAP, il y a 4 mois, je frappe sur les mêmes clous. Les fonctionnaires, il y en a à peu près 35 000 dans la région de Québec qui appartiennent à l'appareil public québécois. Les fonctionnaires, dans le meilleur des mondes, ils savent quel est le sens de leur travail. Ils sont engagés au service de leurs concitoyennes et de leurs concitoyens. Et s'ils agissent de la sorte, eh bien, le sens de responsabilité des citoyennes et des citoyens, leur propre engagement va être renforcé. Il y a donc une bilatéralité de ce point de vue-là. J'insiste sur le troisième, la prépondérance de la langue française dans la trajectoire historique du Québec. Préserver, protéger et promouvoir sont des mots qui viennent, en les modifiant un peu, de l'accord du Lac-Meech il y a une trentaine d'années. Protéger et promouvoir un humanisme de langue française au Québec, c'est la responsabilité
que je pense que nous avons à l'intérieur de l'ENAP, mais qui est partagé dans l'ensemble du réseau universitaire également. L'ENAP existe depuis une cinquantaine d'années. Elle a été fondée à la fin des années 60, dans la foulée de la Révolution tranquille, à l'intérieur du réseau de l'Université du Québec, lequel est lui-même implanté à la grandeur du territoire. Et donc, c'est en travaillant collectivement ensemble que les composantes du réseau font leur devoir auprès des gens qui nous donnent des fonds. Et dans le cas de l'ENAP, 54% de nos fonds viennent du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. On est installé sur 5 campus principaux, Québec, Montréal, à Gatineau, à Saguenay et à Trois-Rivières, mais on a des points de service à la grandeur du territoire. Avant de vous donner les détails, en toute modestie, il y a des gens qui ont présenté ici, je pense à M. Leblanc et à d'autres, des projets qui marchent. On a commencé avec Excel d'or ce matin, donc des projets qui ont vu qui ont passé le test du temps et le test du réel. Quand on regarde la diversité des étudiantes et des étudiants à l'ENAP, on a eu une collation des grades récemment, on forme des étudiants parmi dans le monde, particulièrement dans les pays de l'Afrique francophone et du Maghreb. On se pense autorisé d'offrir notre encadrement et nos formations, particulièrement dans un contexte où, bien que, je le répète, les obligations sont réciproques, la société d'accueil a d'importantes obligations à l'égard des immigrants, mais il est évident que pour des professionnels, pour des cadres, pour des gens qui aspirent à des positions de leadership dans leur métier et dans l'évolution de la société québécoise, il est important d'avoir une compréhension adéquate des institutions. Quand j'étais professeur à l'Université Laval, je donnais un cours en ligne d'introduction à la politique canadienne et québécoise depuis une dizaine d'années. Et j'étais renversé du fait qu'il y avait un paquet de médecins et d'ingénieurs qui venaient suivre ce cours-là à distance. Et que venaient-ils et que venaient-elles y chercher? Bien, ils venaient y chercher, bien qu'ingénieurs et bien que médecins, des connaissances complémentaires. M. Leblanc disait tantôt, un complément de formation. Alors ça, c'est le genre de choses qu'une école comme l'ENAP, qui donne des cours en présentiel, à distance, mais également de manière hybride à partir de ces 3 campus, n'importe où sur la planète. C'est le genre de complément de formation que nous serions heureux d'offrir davantage à une diversité de clientèle. Je vais rentrer dans les diapositives, mais vous le devinez, la présentation peut se faire dans une improvisation organisée. L'ENAP, encore une fois, je le répète, n'est pas seule. Chacune des 18 institutions du réseau québécois d'enseignement supérieur travaillant eux-mêmes, c'est ce qu'on espère de plus en plus au BCI, en équipe, peut y amener sa contribution. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler davantage des spécificités de la nôtre à l'École nationale d'administration publique. Et je les résumerai de la manière suivante. D'abord, on est la seule institution d'enseignement supérieur concentrée sur le 2e et le 3e cycle en administration publique et en langue française au Canada. C'est incontestablement notre spécificité. Notre compétence de base, c'est donc l'administration publique. Notre deuxième qualité ou caractéristique, c'est l'ubiquité. Je vous le disais il y a un instant. On est capable d'offrir des formations n'importe où, mais à partir des 3 principaux centres métropolitains du Québec, c'est-à-dire la région de Québec, le 418 pour reprendre l'acronyme qui a été utilisé antérieurement dans la journée, et bien sûr dans notre métropole Montréal, Québec, Montréal et Gatineau. Compétences, ubiquité, adaptabilité de nos programmes. Dans le fond, nous, ce qu'on est capable de faire, c'est de donner des programmes courts de 9 crédits, exemple, droit et administration publique, management des organisations publiques, principes et enjeux de l'administration publique. C'est le genre de formation de base que nous pouvons offrir à tout le monde, mais en particulier à des cadres et professionnels issus de l'immigration qui voudraient connaître davantage l'administration publique québécoise. Compétences, ubiquité, adaptabilité,
mais je dirais peut-être la principale raison, et c'est là-dessus que je vais terminer, nous y croyons. Nous pensons fondamentalement que pour la société québécoise, un test de sa maturité au 21e siècle, c'est la réussite d'un exercice comme celui qui nous réunit aujourd'hui. Et je l'ai dit ce matin, je vais le répéter, l'endroit stratégique où des efforts additionnels et persévérants doivent être faits au cours des prochaines années. Et en tant que directeur général de l'ENAP, je m'y engage, c'est dans la région de Québec. Merci de votre attention. Bravo. Alors, vous ne m'avez donné aucunement l'opportunité de dire, comme a dit un jour Denis Arcand, « Time's up », vous avez terminé 19 secondes avant la fin. Vous gardez ce même timing que lorsque j'ai été votre étudiante, il y a de cela, je ne vous rajeunirai pas et je ne me rajeunirai pas 23 ans. C'était donc votre 6e année d'expérience comme professeur. Alors, j'imagine plus tard combien vous devez être intéressant et ça me donne envie de m'inscrire. Je poserai la première question en me demandant, quand vous faites appel à ces cadres issus de l'immigration, est-ce que les formations dont vous avez parlé favoriseraient leur intégration dans la société, dans leur adaptation ou clairement, concrètement, dans leur emploi? Je dirais les deux, idéalement les deux, mais je vais recommencer en parlant de modestie. Je suis dans mon emploi depuis 3 mois et demi. Donc, je vois les programmes dont nous disposons. Et pour respecter les délais de la vaillante équipe du ministre Hurtel, eh bien, nous avons accéléré le rythme de production de notre présentation PowerPoint pour être capable de se déclarer présent au forum d'aujourd'hui. Donc, notre intention est profondément honorable, dirais-je, bien qu'il est également à vous d'en juger. Mais en complexifiant la réponse, je dirais, c'est le complément de formation au départ. C'est que, très clairement, pour beaucoup de professionnels, l'idée de comprendre comment opèrent les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. M. Hurtel, par exemple, siège pas seulement à des réunions du Conseil des ministres, mais dans des comités interministériels de coordination. Et donc, pour un paquet de gens, il est extrêmement utile de savoir quels sont les principaux ministères du gouvernement du Québec, quels sont les principes éthiques qui gouvernent le travail des fonctionnaires. Donc, au départ, c'est complément de formation. Et dans un paquet de domaines d'emploi, c'est ce que je voyais dans les exemples antérieurs, j'imaginais facilement que pour beaucoup de gens, dans l'entreprise privée, ces compléments de formation-là sont extrêmement utiles. Et évidemment, rehaussent l'employabilité de gens issus de l'immigration qui ont les compétences en question. Ceci dit, je parlais d'obligations réciproques. Il est clair qu'il y a des obligations de la part des services publics, du gouvernement et des écoles, des instituts d'enseignement supérieur au Québec pour faire en sorte que, par exemple, dans nos critères d'admission à la maîtrise ou au doctorat, je vais vous donner un exemple concret. À l'Université Laval, où j'enseignais auparavant, à la maîtrise, je simplifie, on accepte des étudiants à la maîtrise avec 3.0 sur 4.33. Eh bien, moi, si je suis à la tête d'un comité de programme et que je vois arriver des candidates issus de l'immigration qui ont eu un cheminement académique difficile et qui ont 2,89 ou 2,91 de moyenne cumulative, je peux jouer le livre de manière arithmétique et froide ou je peux me servir de mon jugement et comprendre que, sans doute, ces personnes-là sont capables de suivre le cursus en question. Donc, l'adaptabilité, l'élimination des biais culturels dans les examens d'embauche, ce genre de choses-là. Il y a également des obligations qui appartiennent au réseau public, à l'appareil public. Merci. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui veulent s'approcher du micro? Oui, on se dirige tranquillement. Prenez tout votre temps. On est là un bon moment. Je sais que vous vous êtes présentée tout à l'heure, madame, mais pour le bénéfice de tous, si vous voulez bien nous rappeler votre nom, ce serait bien gentil. Avec plaisir. Mon nom est Annick Kouetche-Gamo du Forum Jeunesse Afro-Québécois. Merci. Donc, monsieur, je me permets de vous interpeller parce qu'on a parlé tantôt du fait que les PME québécoises, les entreprises québécoises ont besoin de main-d'œuvre, mais de main-d'œuvre moins qualifiée que ce qui arrive
aujourd'hui sur le territoire. Puis là, justement, on parle d'offrir aux immigrants qui sont là et qui arrivent des formations complémentaires pour améliorer leur employabilité. Mais est-ce qu'il n'y a pas comme un décalage justement entre ce que nos universités, l'Université Laval, l'Université de Montréal, l'ENAP, nous forment à avoir comme compétences et les compétences nécessaires pour intégrer le marché du travail québécois actuellement? Et aussi, deuxième question, en tant que coordonnateur du BCI, je voulais avoir vos impressions sur qu'est-ce que le monde universitaire fait aujourd'hui pour préparer les étudiants étrangers qu'elle forme à intégrer le marché du travail au Québec. Merci. Merci pour vos deux questions. Pour la première, et j'essaierai d'être plus concis dans les réponses. Pour la première, comme vous le savez, au Canada, l'immigration, c'est une compétence partagée entre le gouvernement fédéral et les provinces. Et les provinces, dont le Québec, ont une autonomie substantielle dans la sélection et dans les dimensions linguistiques, culturelles, sociales et économiques de l'intégration. Or, il y a d'autres provinces, comme le Manitoba, qui ont des approches extrêmement sophistiquées, comme le Québec, mais dans le cas du Manitoba, ils insistent pour aller chercher de la main-d'œuvre moins qualifiée de manière plus systématique que le Québec ne le fait. Donc là, il y a peut-être un apprentissage à faire du côté de certains de nos partenaires dans la Fédération canadienne. Du côté de votre deuxième question, eh bien, c'est précisément ce que M. Patry, qui est le vrai coordonnateur du BCI au moment où on se parle, DHEC, m'a dit spécifiquement hier soir, il serait tout à fait opportun que le réseau universitaire et le gouvernement du Québec, par le biais du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, réussissent à offrir davantage de places de stagiaires à des étudiants internationaux. Ça répondrait à l'objectif que vous souhaitez. Ce matin, en début de journée, il y avait le ministre Blais présent à cette table. Lorsqu'il était doyen de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, il avait initié un programme de stage entre l'Université Laval et le gouvernement du Québec. Ce programme-là connaît de grands succès et il serait tout à fait possible de vouloir essayer de généraliser, de reprendre certains aspects de ce programme-là pour l'intégration d'étudiants internationaux à travers des concours de stage. La prochaine question, elle est de la part de monsieur. Carrefour Jeunesse Emploi, Avignon, Bonaventure, en Gaspésie. Bonjour. Bonjour. Merci, M. Hurtel, pour l'invitation. Votre dernière phrase m'introduit très bien sur ma question. On est dans un forum de régionalisation de l'immigration. Alors, c'est sûr que les régions comme la Gaspésie, l'Abitibi, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord désirent ardemment contribuer à cette régionalisation-là. Ma question est la suivante. Que pensez-vous d'incitatifs pour permettre aux universitaires, aux gens qui étudient à Montréal et à Québec, de pouvoir faire des stages en région, qu'ils viennent de n'importe quel pays pour améliorer la diversité dans nos coins de pays, qu'on permette des stages en région, parce que dernièrement, il y a eu une situation à l'Université Laval, justement, où il y a eu une jeune stagiaire qui a voulu faire son stage en Gaspésie. Et on lui avait dit oui au début à son inscription, et finalement, ça n'a pas fonctionné. On lui a interdit, puis à cause des pressions populaires, finalement, l'Université Laval a renversé la décision. Mais le signal que ça envoie à tous les jeunes ou à tous les immigrants qui voudraient découvrir d'autres régions que Montréal et Québec, c'est que ce n'est pas vraiment accessible en ce moment. Je ne peux pas vous dire, hors de tout doute, là, c'est quoi tous les paramètres qui influencent les décisions. Mais est-ce qu'au niveau universitaire puis au niveau politique, il est possible de penser à permettre à des gens qui viennent d'ailleurs de découvrir d'autres régions que Montréal et Québec? Votre question a un niveau de complexité qui est peut-être un peu en haut de ma capacité de compétence au moment où on se parle. Je vais faire de mon mieux. Je suis capable de me mettre dans les souliers de gens, exemple, qui ont entre 25 et 30 ans, puis qui seraient prêts à aller... moi, quand j'avais à peu près cet âge-là, et à peu près après 22 demandes sans succès, j'ai accepté une offre de chargé de cours pour partir pour l'Ouest canadien. Et donc, c'est un exemple. Donc,
sur la base de mon exemple personnel, je suis absolument capable de me mettre dans les souliers de gens qui rêvent d'une opportunité pour aller travailler soit en Gaspésie, soit à Val-d'Or, dont on parlait tantôt, ou encore dans l'une ou l'autre des régions du Québec. Et je crois que dans le réseau de l'Université du Québec, qui d'ailleurs est présidé par Mme Jean, qui vient de l'Abitibi-Témiscamingue, les constituantes régionales, comme dans votre cas, l'Université du Québec à Rimouski, ou encore l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ou à Chicoutimi, bien, ces constituantes-là, qui vivent des problèmes démographiques réels, seraient extrêmement heureux de voir le gouvernement et le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur insister, exemple, dans le cadre de la nouvelle formule de financement, pour leur donner des moyens d'attirer dans leur région, dans toute une série de domaines, le genre de compétences que, comme citoyennes et comme citoyens, on requiert dans les régions en question. Ça ne répond pas parfaitement à votre question, mais c'est le mieux que je puis faire pour cet après-midi. Bien, je tenais à y faire écho. Peut-être en complément aussi pour les gens qui sont loin du marché de l'emploi, il y a ça relève du ministère de M. Blais, les entreprises d'insertion. Il n'y en a pas en Gaspésie, il y a plusieurs régions qui n'en ont pas non plus. Il y a un moratoire aussi depuis 3 ans. Ce serait peut-être le fun de revoir au niveau ministériel la possibilité de lever le moratoire et de commencer à mettre en place des entreprises d'insertion qui permettent aussi une socialisation, une intégration au-delà de l'employabilité et dont les résultats sont près de 80 % à travers le Québec. Merci. Merci beaucoup, M. Laforêt. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous le demander. Certainement. Alors, voici le plan pour la suite des choses. On arrive dans le dernier droit de ce forum. Je vous invite à une pause et nous reprendrons les travaux à 15 heures avec le retour du premier ministre du Québec qui se joindra à nous pour entendre les derniers intervenants et la clôture de ce forum. Donc, au retour de la pause, il nous restera comme une bonne heure et quart à partager ensemble. Bonne pause, tout le monde.